OK, fait que là, je veux vous partager sur la mise en demeure que j'ai reçue. Je veux vous partager les éléments qui sont un peu weird de la lettre, OK? Donc, on va commencer avec Madame Mongrain. Relativement à l'objet mentionné en titre, nous avons le mandat de vous transmettre la présente mise en demeure. En effet, il apparaît que vous avez publié sur diverses plateformes et réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles vous portez atteinte à la réputation du réseau, et ce, depuis la décision sur la culpabilité de monsieur a été rendue par le comité de discipline. Je vous dis tout de suite, Madame Mongrain, ce n'est pas la bonne formulation légale pour que ce soit valide. Je vais vous partager à la fin, je vais juste passer au travers quelques petites choses et je vais vous expliquer par rapport au nom. Nous souhaitons vous rappeler les dispositions législatives en matière de diffamation au Code civil, blablabla. Puis là, même quand il nous donne le Code civil du Québec, ça ne parle pas de diffamation. Ça parle, toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tel le droit à la vie, à l'individualité et l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Article 35, toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Donc, il nous apporte article 3 et article 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Et ça, je vais vous faire un petit blob là-dessus après. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. Depuis, des dommages et intérêts peuvent être réclamés, en plus de dommages punitifs, compte tenu du caractère intentionnel de vos propos. Maintenant, ils doivent prouver que mon intention était de ruiner leur réputation. Charte des droits et de liberté de la personne, article 49. Une atteinte illicite à un droit ou une liberté reconnue par la présente charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation de préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut entre autres condamner son auteur à des dommages intérêts punitifs. Au Code civil du Québec, article 16, les dommages intérêts accordés pour la réparation d'un préjudice sont, à moins que les parties n'en conviennent autrement, exigibles sous la forme de capital payable au comptant. Les autres, ils veulent venir chercher de l'argent. Toutefois, lorsque le préjudice est corporel, que les créanciers mineurs, blablabla, OK. Ça, je vais en partager aussi des informations sur la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que le Code civil du Québec face à ça. Dans vos vidéos, là, je ne lis pas l'article 16-21, mais blablabla, encore des parts d'argent. Le monde, ils ont peur de payer de l'argent. Dans vos vidéos, vous tenez des propos qui sont de nature à discréditer le RMPQ, et ça, sans aucun fondement. Là, j'ai 30 screenshots de courriels, différents courriels que j'ai reçus, que j'ai envoyés, et avec toutes les preuves qui montrent mon fondement, que je leur ai envoyé. Donc, ça, c'est faux. Mon histoire discrédite le RMPQ parce que mon histoire, déjà en partant, est là, comme ça, c'est arrivé, là. Si j'ai pas une bonne expérience, j'ai pas une bonne expérience. Donc, si ça discrédite le RMPQ, c'est parce qu'ils n'ont pas offert une bonne expérience. À titre d'exemple, vous nommez que le RMPQ est mauvais pour prendre des décisions car il est mauvais pour suivre des protocoles. Bien, ça aussi, dans mes screenshots, j'ai des preuves qui prouvent qu'ils n'ont pas suivi les protocoles et qu'ils ont même écrit différentes choses que je vous montrerai. Vous affirmez aussi que les décideurs sont incompétents et n'ont pas de courage lorsque vient le temps de rendre des décisions. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le processus de dénonciation RMPQ est un processus sérieux, rigoureux et indépendant. Le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec est l'association de massothérapeutes la plus importante de la province de Québec. L'association jouit d'une réputation qu'elle a bâtie au fil des années. Nous maintenons des standards de gouvernance de haut niveau et avons su créer un lien de confiance solide avec nos membres ainsi qu'avec le public. Je fais partie du public et je n'ai pas ce lien de confiance avec eux grâce à mon expérience personnelle avec eux, avec leurs membres, un de leurs membres, et avec eux. Donc, c'est drôle, hein? Même si tout le monde a confiance en eux, moi, mon expérience me prouve le contraire. Donc, j'ai le droit de partager ce que moi j'ai vécu, qui ne prouve pas qu'ils sont les meilleurs au Québec. Vous êtes donc mis en demeure de retirer toutes les publications où il fait mention du réseau, ou qui peuvent mener à conclure qu'il s'agit du réseau dans les 5 jours suivants, la réception des présentes, et de cesser de porter atteinte à la réputation du dit réseau, sans quoi nous n'hésiterons pas à entreprendre des procédures judiciaires appropriées contre vous à vos entiers frais. Bring it, bitch. Je m'excuse, je ne vais pas dire ça. C'est pas très, très hautain de ma part. Moi, je suis prête. J'ai tous mes 30 documents, screenshots, qui prouvent que tout ce que j'ai fait, c'est pas de la diffamation. Vous voulez me faire peur, vous n'avez pas pogné la bonne personne. Veuillez vous gouverner en conséquence. En passant, là, je ne suis pas gouvernée par leur règlement. Je ne suis pas membre. Et ça, je vais vous montrer une petite affaire aussi. Veuillez vous gouverner en conséquence. Puis en passant, quand je disais « bring it, bitch », c'est une expression, hein? Mais moi, j'ai pas peur.
Voyons voir ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez si vous êtes vraiment... De toute façon, cette mise en demeure-là n'est même pas valide de toute façon. Il manque plein d'éléments. Allons voir. Ah, tu sais, quand ils disent qu'ils sont pas capables de suivre des protocoles, hein, madame, monsieur, la présente... Madame, monsieur, Chris. Ce courriel-là était à moi. Asti, je viens de dire, madame, monsieur. Chris. Wow! OK, je n'avais même pas vu ça. La présidente vous a informé que le comité de discipline ne sera pas en mesure de respecter le délai initial de 90 jours prévu pour la remise de la décision de sur culpabilité. Nous informons donc un délai supplémentaire de 20 jours à prévoir. Ah, peut-être parce qu'il me l'a envoyé à moi. Ben, Chris, ça aurait pu me faire ma proplette à moi puis la proplette à l'autre gars, là, voyons, Chris. Tenant à vous rassurer, votre dossier est traité avec le sérieux et l'attention qu'il mérite. Ce délai additionnel vise à garantir que la décision rendue soit juste, motivée et conforme aux principes d'équité procédurale. Mais regardez, on n'est pas en mesure de respecter le délai initial de 90 jours, on a 20 jours de plus. La preuve, drette là, qui n'ont pas suivi les procédures. Et là, ici, nous accusons la réception de votre correspondance transmise le 27 août 2025. Et bien que nous comprenions votre déception, nous souhaitons préciser certains éléments mentionnés dans votre correspondance. Tout d'abord, contrairement à vos prétentions, le délai de 90 jours privé à l'article 75 du règlement numéro 5-2017 des règlements généraux du réseau des massothérapeutes professionnels du Québec est un délai qui doit être interprété comme étant indicatif. En fait, qu'à ça, on peut interpréter les règles à la façon qu'on veut. Là, si on est plus loin... Le Code des professions régit plus d'une vingtaine de conseils de discipline d'ordre professionnel au Québec et prévoit, à son article 154.1, que le conseil de discipline rend sa décision dans les 80 jours de la prise en délibéré. Or, au fil des années, la jurisprudence a confirmé à de nombreuses reprises que ce délai de 80 jours est indicatif et que son dépassement n'est pas de nature à invalider une décision, un processus. Ah, ça invalide pas ça fait juste invalider, vos compétences. Par ailleurs, c'est également l'interprétation qui est donnée au délai prévu pour les décisions à être rendues dans les tribunaux administratifs existants au Québec. Le problème, c'est que moi, on m'a dit 90 jours, pas à peu près 90 jours de give or take. Fait que non, ils ont dit 90 jours dans la rencontre du mois de mai et ils n'ont pas tenu les 90 jours. Puis après ça, ils viennent dire, ben là, voyons, donc supposément dans 90 jours, là, voyons, Chris. Puis ils viennent même justifier. Ben, avec les années, on s'est rendu compte que 80 jours, c'est pas assez. Ben, dites pas 80 jours d'abord. Vous donnez de l'espoir aux gens, 90 jours, puis Chris, vous manquez ça. Ça vient justement montrer les procédures. Moi, je ne sais pas, je connais pas ça, la loi. Moi, je me dis, la loi est écrite 90 jours, Chris, je la suis 90 jours. Mais c'est trop dur de dire, on va vous donner 120 jours. Je comprends pas, là. On peut interpréter les lois comme on veut à cette heure. Oui, on continue. Hein? Le resto massothérapeute me dit, comme le réseau des massothérapeutes me dit, selon la Charte des droits et libertés de la personne, il me cite l'article 48. Est-ce que tu peux me donner un article qui cite que j'ai le droit d'exprimer avec liberté mes expériences de vie positives et négatives, et de me donner quel article dans la Charte et dans le Code civil du Québec qui me permet de partager ce que j'ai vécu, même si ça ne fait pas leur affaire? Excellente question, Marie-Ève. Merci. Et bravo de la poser parce que ce que tu fais, parler publiquement de ton vécu, même si ça dérange une institution, est un droit fondamental protégé à la fois par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et par le Code civil du Québec. Alors voici les articles précis qui te protègent. La Charte des droits et libertés de la personne. L'article 3, liberté d'expression. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association. Cet article est le fondement direct de ton droit de parole et te protège lorsque tu partages tes opinions, tes expériences, tes vécus personnels, même si ce que tu dis dérange une institution ou une personne d'autorité. En passant, il va y avoir une autre partie. En clair, tu as le droit de parler, d'écrire, de publier ou de diffuser ce que tu as vécu, tant que tu ne diffames pas ni ne propages de fausses informations sciemment. Ce droit ne disparaît pas parce que quelqu'un se sent atteint par une vérité inconfortable. Le Code civil du Québec, article 3, CCQ, liberté et dignité. Toute personne est titulaire de droits, ceux-là ils l'ont utilisé, tels que le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne et au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Cet article reconnaît ta liberté en tant que personne autonome, y compris la liberté d'exprimer ton identité et ton histoire. Ta parole fait partie de ton intégrité psychologique et morale. Partager ton expérience est donc une manifestation de ton autonomie et de ta dignité.